cuisson, ça a toujours 5 minutes, c'est un peu. Mais après, tu rentres dedans, là, au bout d'un moment, si tu restes à les cochons, au bout d'un moment, tu n'as plus de pantalon, ça aime bien tellement te marcher que des fois, ça devient pénible. Tu vas bricoler avec eux. Ah, ils sont tout en train de te tirer sur le pantalon, tirer sur les vêtements. C'est tellement un fouineur, un joueur, que presque t'embêterait des fois quand tu es au milieu d'eux, il faut faire attention. Je te pose la question parce que moi j'entends, pour rigoler un petit peu, j'entends toujours une anecdote sur un éleveur un jour qui était bourré et qui est tombé dans son enclos à cochons et qui s'est fait manger par ses cochons. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible ou pas? Oui, c'est vrai que ça peut être possible, oui. Faut pas oublier une chose, c'est qu'un cochon c'est omnivore, ça peut manger autant de viande que de céréales, et c'est vrai que si on devait y tomber avec, ben c'est pas sûr que... Je pense que si on voulait faire disparaître un corps, on le laisse quelques jours au milieu des cochons, ben, à part les dents, et il ne sera pas digéré, je sais pas s'il resterait grand chose. Sébastien Rigal est éleveur de porcs en zone montagne pour la coopérative Alliance Porcidoc. Il est installé sur la commune de Bastide-l'Évêque, sur le Bas-Ségala en Aveyron. S'il a accepté avec plaisir d'ouvrir les portes de sa ferme, c'est parce qu'il fait partie de ces éleveurs connectés. Connectés au grand public, connectés aux nouvelles technologies, connectés à son environnement et connectés aux attentes sociétales. Bref, Sébastien vit avec son temps. Et plutôt que de subir toutes les normes modernes imposées au métier d'éleveur, il est proactif, comme il va nous l'expliquer au cours de ce reportage. Pour lui, l'adage « vivons heureux, vivons cachés » est dépassé. Et puis, j'en oublierai presque le plus essentiel dans le portrait de Sébastien, c'est un passionné. Pour lui, l'élevage, c'est véritablement une passion avant d'être un métier. Et au cœur de cet engouement, il y a des animaux qu'il affectionne particulièrement, les cochons. Je me suis installé en 2010 en GAEC familial avec mes parents et mon oncle. C'est un GAEC qui a été créé par mon grand-père et ma grand-mère. Ça a toujours été un GAEC qui restait à la famille avec des membres familiaux. Aujourd'hui, on est 4 associés. Demain, il y a mon père qui a parti à la retraite, mais mon frère va revenir en début d'année prochaine. On a 2 productions, on a 120 vaches laitières et à côté, on a 140 truies, naisseurs-engraisseurs. Et aujourd'hui, je travaille avec la coopérative Alliance Porcidoc à Rodez. Et voilà, je fais naître, j'engraisse mes cochons qui partent directement à l'abattoir. Et on travaille aujourd'hui avec plusieurs labels qui sont le Port de l'Aveyron, Port Montagne, Origine Montagne, Terroir Occitan. Je travaille pour le jambon de Bayonne, le label pour le jambon de Bayonne. Et on est beaucoup axé, nous, ici, sur la charcuterie, la salaison. Et d'ailleurs, avec Alliance Porcidoc, on a la charcuterie Cannes à Villeneuve, qui permet de faire la transformation des produits, dont le port de l'Aveyron, qu'on voit dans la région un peu partout. J'ai toujours été baigné dans les cochons depuis que je suis petit. Et c'est une production qui m'a toujours plu parce que techniquement, c'est une production très technique. Et puis, il y a toujours la pointe de l'innovation. Il y a toujours des défis à relever. Aujourd'hui, on a le défi du bien-être animal à relever. On a le défi des économies d'énergie, de l'alimentation, d'être autonome alimentairement. Et tout ça, c'est toujours des défis et je trouve ça vraiment intéressant. On ne s'ennuie jamais dans cette production. Aujourd'hui, comme le bien-être animal, moi j'y vais à fond dedans. J'utilise en maternité toile de jute pour pour essayer de faire comme la nidification des truies. J'utilise des matériaux manipulables dans toutes mes salles pour sevrage, engraissement, des morceaux de bois à mâcher. J'ai des toiles pour qu'elles mâchent les truies. Ce qui est aujourd'hui aussi économie d'énergie. J'ai installé un tracker solaire pour produire une partie de mon électricité. Je récupère les eaux pluviales pour tremper et laver mes étables. J'ai fait des captages d'eau pour utiliser l'eau naturelle pour mes cochons. J'ai mis en place des ventilateurs à économie d'énergie. Et
j'ai même aujourd'hui automatisé l'éclairage de mes bâtiments pour que mes cochons aient accès à la lumière 8 heures au minimum par jour. Et tout ça, c'est une réflexion qui se fait et c'est vraiment intéressant. Enfin voilà, c'est des défis qui sont vraiment intéressants à relever. Et est-ce que tu peux expliciter un petit peu tout ce volet bien-être animal? Parce que ça aussi, c'est une discussion qu'on avait. Le porc, au niveau du grand public, jouit parfois d'une image un peu ambivalente. Est-ce que tu peux, par exemple, sur un truc tout bête comme couper la queue des cochons, est-ce que tu me dire pourquoi ils le faisaient et aujourd'hui pourquoi vous êtes en train de passer un cap pour ne plus le faire? Un cochon, c'est un animal qui est fouineur, qui a besoin d'expirer, ça a besoin de mâcher. Aujourd'hui, c'est même dehors, ceux qui sont en élevage planaire, c'est compliqué encore de ne pas faire la coupe des queues. On essaye d'y aller, moi je fais des essais, de les laisser entières, mais il faut y aller doucement parce qu'il faut faire attention que ça ne tombe pas dans des travers de cannibalisme, tout ça. Alors on fait doucement. Il faut vraiment gérer l'ambiance de nos bâtiments, les températures, qu'il n'y ait pas des écarts de température pour que le cochon se sente bien et qu'il n'ait pas cette envie de cannibalisme. Mais aujourd'hui, voilà, on a une demande sociétale d'améliorer nos pratiques et je pense qu'il est dans notre devoir aussi d'y aller et de ne pas être contre et d'essayer de s'améliorer. Là, c'est jamais parfait, mais on est là pour essayer d'améliorer nos pratiques. Donc oui, le message que tu fais passer, c'est que tu vois quand même d'un bon œil ces évolutions au niveau bien-être animal. Et tout ce que vous faites, c'est dans ce sens-là, finalement, vous n'êtes pas là pour maltraiter vos animaux. Voilà, moi, aujourd'hui, il y a certaines associations qui nous ont fait très mal à filmer des images qui ne représentent que un très petit pourcentage d'éleveurs que je dis qui ne sont même pas éleveurs. Aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, on essaie de le faire le mieux possible. Bon, d'ailleurs, jusqu'à maintenant, dans la production porcine, on disait vivons bien, vivons cachés. Et moi, je trouve que c'est une grosse erreur qu'on a fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé, moi, de me mettre sur les réseaux sociaux, de montrer ce que je fais. Parce que, voilà, moi, je suis fier de ce que je fais. J'essaie de mettre en place des pratiques pour améliorer l'élevage, les conditions de mes animaux. Et quand je faisais visiter mes bâtiments, que certains voyaient que je mettais que j'ai expliqué que je mettais des jouets pour mes cochons, pour les trucs, ils ne savaient même pas qu'on avait ce genre de pratique. Alors moi, je me suis dit, mais il faut que je montre ce que je fais. Ça me coûte aussi de l'argent d'investir là-dedans. Mais voilà, je le fais, mais il faut que le public sache que tout le monde est là aussi pour répondre à leurs demandes. Sébastien s'occupe donc de bout en bout des cochons, de la reproduction jusqu'à l'engraissage. La première partie de son métier, c'est de faire se reproduire ses truies. Chaque mois, 24 d'entre elles mettent bas, ce qui demande à Sébastien un travail de surveillance rigoureux et un savoir-faire conséquent. L'avantage, c'est que ce roulement d'une semaine à l'autre dans les tâches à exercer lui permet d'avoir une bonne visibilité sur son planning. Du coup, les porcelets ils restent là, ils ont des plaques chauffantes, ils ont la lumière chauffante pour qu'ils aient la température du nid qui soit confort optimal. La truie, je lui mets pour le bien-être une toile de jute qu'elle va utiliser pour faire comme une sorte de nid, expliquer son besoin naturel de faire un nid lors de la mise bas, elles sont plus calmes. Et ça permet de jouer un peu sur le bien-être. Aujourd'hui, j'essaie de laisser des portées avec la queue longue, de couper la queue sur certaines portées pour essayer l'arrêt de la codectomie. Mais je le fais petit à petit, parce que c'est difficile de passer du tout au rien. Je fais des essais pour vraiment être sûr que ça marche bien. Là, je laisse sur 24 trucs qui mettent bas. Aujourd'hui, je laisse 6 portées. Je ne coupe pas les queues et j'augmente, j'ai commencé avec 2, 4, 6, jusqu'à l'objectif de ne plus couper du tout les queues des porcelets. Et là, les petits porcelets, ils restent combien de temps ici avec leur mère? Alors moi, là, je fais un sevrage à 21 jours.
Il reste 21 jours. Après, je les transfère en post-sevrage, qu'on appelle, où ils ont un aliment un peu plus riche avant de passer dans un autre bâtiment où après ils vont rester à l'engraissement. Et sur la truie, il reste 21 jours. Alors j'ai 24 truies qui mettra tous les mois. Tous les mois, tous les 28 jours. Le travail c'est sur 4 semaines. J'ai une semaine où j'ai les mises bas, les inséminations. Une semaine où j'ai les sevrages et les lavages et j'ai 2 semaines de surveillance. C'est un travail vraiment planifié. Ça permet aussi de planifier. Je sais que dans 2 ans, telle semaine je serai en mise bas, telle semaine je serai plus tranquille pour s'organiser pour le travail et tout. C'est un avantage de cette production. Ok, c'est un avantage, mais moi dans mon esprit ça te fait quand même un sacré boulot. Tous les mois ça veut dire que tu as les mises bas, ou est-ce que finalement par rapport par exemple à la vidéo juste avant, j'étais en agneau fermier Pays d'Oc avec des brebis, est-ce que c'est moins contraignant les mises bas avec les porcs? Non, parce qu'aujourd'hui j'ai choisi une génétique de truie qui est autonome, qui est rustique, qui permet de mettre bas toute seule. Je fais de la surveillance, j'ai diminué beaucoup les soins, voilà, je ne coupe plus à certaines portées, j'essaie vraiment de rester autonome. Je leur faire le bien-être, voilà, pour les calmer avec des toiles de jute. Ça permet vraiment de diminuer un peu le temps de travail. Mais moi je trouve que l'avantage, voilà, c'est 1 semaine par mois, je sais que j'ai les mises bas. Mais après, les 3 autres semaines, j'ai beaucoup moins de travail et ça me permet même pour les activités familiales, tout ça, enfin poser les vacances. Je sais que cette semaine, j'aurai moins de travail, je pourrais poser les vacances là. Et il y a une semaine, ça permet de s'organiser vraiment même 1-2 ans à l'avance. C'est un avantage qu'il y a. Elle est bien remplie. Ouais. Une portée, c'est combien de porcelets? Une portée, moi aujourd'hui à l'heure actuelle, je sèvre à peu près 13 porcelets en moyenne par truie, sachant qu'il y a une amélioration de la génétique, une sélection, et d'année en année, on a nos résultats le nombre qui augmente d'année en année. Il y a quelques années, c'était 11, 12 maximum, et aujourd'hui on va sur certains élevages qui arrivent à sevrer 14, même plus, 14 et demi porcelets par truie. C'est vrai que il y a eu en 2-3 ans, il y a vraiment eu une amélioration génétique sur la sélection qui permet aujourd'hui, c'est sur le nombre qu'on permet d'avoir un élevage, la rentabilité d'un élevage, aujourd'hui ça se fait sur le nombre de porcelets par truie. Et quand tu dis amélioration génétique, je pense à chaque fois, c'est important et je le rappelle à chaque fois avec les éleveurs, parce que les gens s'imaginent modification génétique des fois, ce qui n'est pas du tout le cas. Ça. Alors, les multiplicateurs, dans leurs élevages, ils vont choisir les meilleures truies qui sortent le plus de porcelets. C'est sur ces truies qu'ils vont garder les issues, enfin les porcelets. Et c'est juste une sélection naturelle qui se fait sur leurs meilleures truies et d'année en année. Donc là, tu as celles qui ont les meilleures performances, qui mettent le plus bas, tu les fais se reproduire, c'est ça en gros voilà. le principe. Et j'achète, moi, elles viennent du département du 72, la Sarthe, d'un multiplicateur. Ce qu'on appelle multiplicateur, c'est ceux qui fournissent nos jeunes truies, nos cochettes qu'on appelle, et qui sont sélectionnés sur les meilleures mères, les meilleures performances, et d'année en année, sélectionnent toujours les meilleures, ça fait une augmentation naturelle des performances. Il y a une question inévitable lorsqu'on filme un élevage de porcs. Mais pourquoi les animaux ne sont-ils pas dehors dans la nature? Une confusion se fait entre bien-être et plein air dans nos esprits. Pourtant, le bâtiment de Sébastien offre tout le confort possible à ses bêtes. Sans oublier que, spécifiquement en élevage porcin, mettre les animaux dehors, c'est par exemple courir un risque trop important au niveau des parasites. Et forcément, l'usage d'antibiotiques est souvent nécessaire. Ce qui n'est pas le cas ici, bien au contraire.
une truie, ça aime bien être au calme, tranquille. C'est pour ça qu'elles vont se coucher dans leur réfectoire, dans leur cage. Mais après, elles peuvent sortir, se dégourdir les jambes. Elles ont voilà, des matériaux pour s'amuser. Et ici, ce sont toutes les truies qui sont en attente de mettre bas, c'est on dit les gestantes. Là, il y a 80 places dans ce bâtiment. Et elles sont regroupées par âge de la mise bas. Alors moi, le matin, enfin, j'arrive souvent au bâtiment vers 7h du matin, 6h30, 7h. Je vais faire le tour, je donne l'alimentation à toutes mes truies. Bon, c'est automatisé, mais je déclenche l'alimentation. Qu'est-ce qu'elles mangent? Alors, c'est des aliments complets ici, c'est à base de céréales, c'est que les céréales. C'est un mélange d'orge, de blé, de lait, de soja, de maïs. C'est tout à base de céréales et pour mon engraissement, j'ai une fabrique d'aliments où j'achète à tous les producteurs locaux, que ce soit l'orge, le maïs et des cultures faites dans la région, dans le département. Et je fabrique mon aliment moi-même. C'est aussi ça dont tu me parlais au niveau, les gens aujourd'hui s'imaginent voilà, des animaux c'est dehors. Toi tu m'avais expliqué les contraintes au niveau production porcine de mettre des cochons dehors et notamment avec tout ce qui est médicaments, antibiotiques, toutes ces choses là, si je me trompe pas. Oui, alors moi je dis mes cochons sont en bâtiment, mais ils sont bien, pour leur bien-être, ils sont bien où ils sont. Une truie, ça crée, après ça ne s'est pas transpiré, ça crée les fortes chaleurs, ça crée le froid. Nous on a des bâtiments qui sont régulés, la température elle est toute l'année la même. L'été j'ai installé la brumisation dans toutes mes salles, j'ai le trempage pas épuisé à mon engraissement pour les fortes chaleurs. À l'extérieur, c'est vrai que les cochons, quand ils sont dans la boue, dans la fouine et la terre, il faut souvent leur mettre des antiparasitaires, des larvicides, des vermifuges. Pour nous, en bâtiment, c'est vrai que ça, on n'a pas à le donner. Et puis, aujourd'hui, ils sont sur des sols propres, ils sont toujours... voilà, moi, je trouve qu'il y a des avantages aussi de travailler comme on travaille. Toi, ta philosophie, voilà, je sais que c'est quelque chose dont les gens ont peu conscience. Par exemple, un plan comme le éco-antibio, si je me trompe pas, donc de réduction de tous les antibiotiques. Toi, tu es plutôt dans cette lignée-là, quoi. Ah oui, moi aujourd'hui, mes porcelets, 99% de mes porcelets ne voyaient pas un seul antibiotique de leur vie. D'ailleurs, aujourd'hui, on a fait un label avec le terroir occitan avec Alliance Porcidoc, où on conversait le cochon qui a eu 0 antibiotique. Moi, j'ai modifié mes pratiques, j'ai amélioré mon sanitaire pour vraiment diminuer, pratiquement éradiquer les antibiotiques de mon élevage. Et ça, c'est une avancée aussi par rapport à d'autres pays voisins. Nous, je dis que la France, d'ailleurs, a été élue l'agriculture la plus durable au monde, c'est pas pour rien. Moi, manger français aujourd'hui, même si c'est du cochon conventionnel, c'est du cochon qui est bon pour le consommateur et je suis fier des produits que je fais. Et demain, je leur dirai, mais allez-y, vous risquez rien. Plutôt que d'acheter du cochon espagnol ou des pays de l'Est qui n'ont pas du tout les mêmes normes que nous, manger français et voilà, moi c'est ma fierté. Sans oublier le fait que toi, comme beaucoup d'autres éleveurs, surtout chez APO, vous restez quand même des fermes à taille humaine. Ah oui, moi, quand on voit dans les autres pays que c'est des élevages qui ont 1000, 2000, 3000 truies, moi aujourd'hui 140 truies, la moyenne française même c'est 200 truies, c'est des petits élevages familiaux qui sont soit en complément d'une autre production à côté,
c'est la complémentarité de ces deux qui fait que dans des zones montagneuses ou dans des zones difficiles aujourd'hui, qui fait un complément de revenus qui permet qu'il y a une production qui va un peu moins bien, l'autre production souvent ça aide à soutenir un peu. Et toute cette complémentarité, c'est vraiment économiquement intéressant. Même voilà, moi j'ai le lisier de mes cochons, je le mets sur mes cultures qui vont aux vaches. Et même le lisier de mon engraissement, il y a 6 agriculteurs qui viennent le chercher chez moi, qui le mettent dans leur champ. Ça leur évite d'acheter des engrais chimiques. Et vraiment, c'est une entente entre eux. Je leur achète les céréales qui reviennent. Voilà, c'est toute une petite économie qui fait qu'aujourd'hui, il y a encore une dynamique agricole sur le territoire qui est là. Justement, tu parles d'économie locale et dynamique agricole. Vous êtes là sur plusieurs kilomètres autour de chez toi, dans ce secteur. Vous êtes beaucoup de jeunes, c'est ce que tu m'expliquais aussi. L'élevage, ou en tout cas l'agriculture, je crois que c'est la catégorie professionnelle la plus âgée en France. Et vous arrivez à créer, à attirer des jeunes et à essayer de renouveler les générations et à créer une dynamique. Après, je pense que, comme je dis souvent, le jeune attire le jeune. Nous, moi, de ma génération, sur ma commune, on est presque une quinzaine d'être restés. Et c'est vrai qu'il y a une dynamique qui est restée entre nous, la climat est dynamique. Enfin, voilà, c'est quand on n'est pas tout seul, qu'on a des voisins à côté avec qui s'entraidaient pour les ensilages, pour le fouet, pour la paille. Mais tout ça fait que ça donne envie aux autres de venir et c'est voilà, quand il y a de la dynamique, il y a de la vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur notre commune, elle est restée très agricole. Et voilà, on ne s'ennuie jamais, on a toujours le voisin à côté avec qui discuter 5 minutes. Mais c'est aussi ça le plaisir de vivre à la campagne. De pas être, c'est ce que j'entends beaucoup, de pas être isolé aussi sur votre ferme et des fois trop le nez dedans pour s'en sortir. Oui. Non, et puis moi aujourd'hui je pense qu'il faut aller voir à l'extérieur, il faut aller voir ce qui se passe ailleurs, d'aller voir sur les autres fermes, de prendre les pratiques sur les autres fermes, de regarder ce qui se fait ailleurs, de beaucoup échanger. Nous, sur les réseaux sociaux. On a créé un groupe Jeunes Porc, notre groupe jeune avec les JA et la FDSEA. Et on communique beaucoup sur nos pratiques, sur la météo, sur le prix des aliments. Et ça permet de ne pas se sentir seul, de ne pas avoir la tête baissée dans son métier, mais voilà, de s'ouvrir et de se sentir en collectivité. Puisque la question de la jeunesse dans le monde agricole est abordée, j'ai voulu demander à Sébastien de partager son avis et son expérience sur le sujet. Comme il l'explique, sur son secteur, il a réussi, avec d'autres jeunes éleveurs, à créer une dynamique. Alors, pour tous ceux qui voudraient se lancer dans le métier, est-ce qu'il est possible de se libérer des week-ends et avoir des loisirs en dehors de la ferme ? Oui. Moi j'ai pas mal de loisirs, je fais du VTT, je chasse. Après voilà, j'ai une famille, j'ai deux petits garçons. Et c'est vrai qu'aujourd'hui être en GAEC, être à 4, ça permet de faire un roulement, de se libérer du temps, de pouvoir se remplacer les week-ends, de pouvoir partir en vacances. Mais ce qu'il y a de bien aussi, comme je disais, la production porcine, c'est que dans le temps, c'est telle semaine j'aurai ça, telle semaine j'aurai ça. Et ça permet que à ma compagne, je lui dis telle semaine je serai en période tranquille, on pourra partir en vacances. Et c'est une organisation aujourd'hui qui est importante de pouvoir se libérer du temps.
Et puis on a amélioré aussi nos bâtiments, l'automatisation est arrivée, ça permet, voilà, mon engraissement, sur le téléphone je peux gérer l'alimentation, je peux gérer la ventilation, c'est connecté à des alarmes. Aujourd'hui, voilà, ça a permis l'automatisation a permis de libérer du temps de travail. D'ailleurs, on est en pleine réflexion aujourd'hui pour automatiser aussi les vaches laitières. Mon frère va arriver sur l'exploitation. Mes parents vont partir à la retraite. On est en réflexion de peut-être mettre des robots de traite pour pouvoir avoir cette flexibilité du temps et de pouvoir se remplacer plus facilement. Ça pour toi, c'est le principal élément, principal facteur sur lequel il va falloir jouer à partir de maintenant dans les prochaines années pour attirer de plus en plus de jeunes? Oui, parce qu'aujourd'hui, être agriculteur, c'est aussi pouvoir vivre à côté. Avant, on vivait pour l'agriculture. Aujourd'hui, on travaille pour vivre, mais il faut qu'on puisse aussi à côté avoir notre vie de famille. Avant, souvent, les compagnes, elles étaient issues du monde agricole ou elles étaient même sur la ferme. Aujourd'hui, voilà, elles sont pas du tout du monde agricole et on ne peut pas leur dire non, on ne part pas en week-end, on ne part pas en vacances. Et si on veut que demain les jeunes restent, il faut qu'on ait qu'on se regroupe, qu'on ait cette flexibilité du travail et qui permet, on n'est pas plus bête que notre métier et aujourd'hui il faut qu'on puisse pouvoir vivre à côté. Je le disais tout à l'heure, Sébastien est un éleveur connecté aux nouvelles technologies. Sur sa ferme, l'ensemble du système d'alimentation des animaux est automatisé et relié à un logiciel informatique. Depuis son ordinateur, il peut gérer à peu près tout, éclairage, ventilation, température, et même s'il n'est pas sur place, Sébastien peut veiller à ce que tout se passe bien en gardant la main sur la ferme depuis son téléphone. L'élevage est géré automatiquement, enfin, c'est toute l'alimentation, la ventilation, l'éclairage, tout est géré par ordinateur et ça me permet de prendre la main par le téléphone quand on est à l'extérieur, s'il y a une alarme, quelque chose, de surveiller que tout se passe bien et ça permet, voilà, même si je suis en vacances, si mes associés il y a quelque chose qui n'arrive pas, je peux prendre la main à distance, d'intervenir directement sur l'élevage par internet et c'est vrai qu'aujourd'hui ça permet de pouvoir se libérer plus facilement aussi et d'avoir automatisé ça a vraiment des avantages. Et avec cet ordinateur, je gère une machine, ce qu'on appelle une machine à soupe. C'est comme une grosse soupière où toutes les céréales sont mélangées dedans, que ce soit l'orge, mon maïs, mon colza, mon tournesol, tout est mélangé dans cette cuve, mélangé à de l'eau, et ça fait une soupe qui va être donnée 3 fois par jour à mes cochons. Et c'est uniquement avec des céréales produites localement, et en plus qui sont produites en zone de montagne, qui me permet d'avoir le label pour montagne. Qui me permet plus ou moins de dégager quelques plus-values supplémentaires et qui me permettent de valoriser mon cochon un peu mieux. Donc tu leur donnes 3 fois par jour? Alors je leur donne, mes cochons ici, ils ont de la soupe à faire, ils ont un repas 3 fois par jour. Et j'ai 3 formules d'aliments qui en fonction de leur stade physiologique, que j'appelle nourrin, croissance et finition, qui permet, en fonction de leur stade, de vraiment gérer leur croissance au mieux et d'avoir une valorisation de mon aliment qui soit optimum pour aussi pour mes coûts alimentaires, ne pas avoir de gaspillage, tout est pesé. Chaque cochon a sa courbe d'alimentation avec à son gramme près l'aliment qu'il va manger. Et ils ont l'eau qu'il faut, à tel stade ils ont tant de litres d'eau pour boire.
Après, voilà, tout est réglé pour optimiser les coûts de production. Et ici, donc, dans ton atelier d'engraissement, ils arrivent à 2 mois, il reste 4 mois jusqu'à leurs 6 mois. Ils arrivent à 3 mois, ils ont 2 mois de post-sevrage et 1 mois à maternité. Et ils arrivent à l'engraissement à 27-28 kg. Et là, ils vont rester entre 3 et 4 mois pour atteindre 120-130 kg, où ils partiront directement pour l'abattoir à Rodez. Je gère de A à Z, je fais naître, j'élève mes cochons jusqu'à leur départ pour l'abattoir. J'ai l'ensemble de la chaîne qui est sur l'exploitation. Moi, ce qui ressort là, typiquement quand tu m'expliques tout ça, c'est que je vois ta passion pour ce métier et pour les porcs particulièrement. Quand tu t'es déjà posé la question, est-ce que je vais devenir éleveur ou ça s'est fait naturellement? Alors, on s'est toujours posé la question, surtout quand je me suis installé, le prix du cochon était très bas. Et quand on va voir les banques, qu'on leur dit j'ai envie d'être producteur de porc, il faut faire des investissements, qu'on vous dit vous êtes sûr de vous. Mais c'est là où il a fallu que je défende mon projet, que je dise oui, moi, déjà que c'était une ferme familiale et que c'est mon grand-père, ma grand-mère qui a commencé à mettre des cochons. Mes maternités, c'est eux qui les ont fabriqués de leurs mains, qui ont monté les agglos, et c'est aussi une fierté de pouvoir continuer ce qu'ils ont bâti de leurs mains. Et un jour, mon grand-père, quand je me suis installé à mes 18 ans, il m'a écrit une lettre que je garde encore, où il m'écrivait, il me disait qu'il était en train d'écrire avec la larme, qu'il avait une fierté que ce qu'il a construit, ce qu'il a bâti, mais que derrière je prenne sa suite. Et c'est vrai que tout ça, c'est une richesse qui me donne envie aussi de perpétuer ça. Et pourquoi pas un jour, j'ai 2 petits garçons, je dis pas là, mais s'ils veulent prendre la suite un jour, mais ça sera aussi une fierté, que ce sera une continuité. Et c'est ça qui est beau, je trouve, dans les GAEC familiaux, sur plusieurs générations, voilà, c'est une histoire. Il y a nos murs, nos terres ont une histoire, et c'est ancré à nous aussi. Et, moi, c'est pour ça que j'ai toujours voulu faire ce métier, et je ne me vois pas faire l'autre métier. Partager et communiquer. Vous l'aurez compris en visionnant cette vidéo, Sébastien est à l'opposé de l'adage qui prévalait dans la filière porcine jusqu'à présent, vivons heureux, vivons cachés. Il est fier de son métier, fier de son héritage et fier des efforts auxquels il consent avec plaisir pour améliorer ses pratiques d'éleveur. Sébastien ne veut pas laisser les autres parler de son métier et même de sa vie, d'autant plus si c'est pour laisser s'installer un discours virulent à l'encontre de l'élevage, souvent éloigné des réalités qu'il vit au quotidien. Ce qu'il y a de bien dans l'agriculture, c'est de pouvoir transmettre à ses enfants, de pouvoir partager son métier, sa passion à ses enfants. Moi, mes enfants, dès qu'ils sont en vacances, ou le soir, la première chose qu'ils ont envie, c'est de venir avec papa au travail, c'est de venir donner à manger aux petits cochons, là, donner le granulé. C'est dès qu'il y a les anciens jeunes ou n'importe, être sur le tracteur à côté. Et c'est vrai que c'est aussi ça, l'agriculture, c'est vivre avec sa famille, partager ce métier et de transmettre aussi des valeurs de travail, des valeurs de famille, des valeurs de son patrimoine, de transmettre tout ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est important pour moi. En tout cas, tu t'es vertueux à leur montrer une image positive du métier, contrairement à parfois ce que j'entends sur la génération précédente qui ont un petit peu dit « Ah non, deviens pas éleveur » et qui ont un petit peu dégoûté certains jeunes de ce métier. Ben, voilà, ce que j'ai dit, c'est que beaucoup disaient « vivons bien, vivons cachés ». Aujourd'hui, moi, je n'ai plus du tout cette philosophie-là. Je suis beaucoup à communiquer sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, je suis suivi aujourd'hui par 3000 personnes. J'essaye sur LinkedIn ou sur d'autres plateformes de montrer ce qui se fait, de montrer les pratiques d'aujourd'hui.
Et même je m'investis un peu à droite à gauche. Aujourd'hui, par exemple, avec Inaport, on a fait un petit livret pour les enfants pour expliquer qu'est-ce que c'est être éleveur de porc, qu'est-ce que c'est le métier aujourd'hui d'être notre éleveur de porc. Et j'en fais partie, j'ai participé, c'est Sébastien Hyperconnecté, éleveur hyperconnecté, c'est moi. Et tout ça pour leur montrer une méconnaissance du métier et leur montrer aujourd'hui qu'est-ce que cela veut dire d'être éleveur de porc. Donc tu es très engagé, ce fascicule, ça rentre dans cette démarche de communication et c'est vrai que c'est ce qui m'avait marqué avec toi quand on avait échangé. Tu as énormément de casquettes entre ton implication au sein d'APO, donc Alliance Porcidoc, au sein d'Inaport, sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, moi je veux faire changer les choses, je veux faire changer le regard sur mon métier et pour cela je pense qu'il faut s'investir dans la filière, il faut inciter les autres à bouger aussi. Du coup aujourd'hui c'est vrai que pour Alliance Porcidoc je suis passé administrateur et je suis rentré au bureau de la coopérative. Je suis administrateur à l'association Port Montagne qui permet de sauvegarder la filière en zone montagne, la filière porcine en zone montagne. Et aujourd'hui, je suis devenu administrateur à la Fédération nationale porcine à Paris, où là, on touche vraiment plus le métier au regard de la réglementation, d'essayer de défendre notre métier avec le gouvernement. Et c'est vrai que c'est tout un ensemble qui fait qu'aujourd'hui, si on veut que demain on reste là, que la filière française soit sauvegardée, il faut qu'on s'y implique dedans. Et il faut qu'on continue à défendre notre métier. Et c'est pour ça que j'ai choisi de m'engager. Ça demande du temps. Heureusement que je suis en GAEC, j'ai la famille qui est très compréhensible. Mais défendre notre métier et montrer ce qui se fait aujourd'hui, il n'y a rien que ça qui permettra demain de continuer à d'être présent sur place. Là, par exemple, tu es face à ma caméra. Comment tu trouves cet exercice justement de communication aussi au grand public, parfois aussi de sortir, c'est vrai qu'il y a beaucoup de termes techniques aussi dans l'élevage, dans l'agriculture. Quel est ton point de vue sur cette vulgarisation entre guillemets? Alors c'est pas facile, à la base je suis un grand timide, mais j'ai pris sur moi et pour pouvoir, si je veux communiquer sur mon métier, il faut faire l'effort. Et aujourd'hui, il faut arriver à expliquer son métier avec des termes simples, facilement compréhensibles, et il faut faire attention à ce qu'on ne détourne pas surtout nos propos dans le mauvais sens. Aujourd'hui, communiquer sur son métier, ça a des risques aussi parce que il y a ce que j'appelle les anti-tout, les anti-élevage, et communiquer, on se fait aussi agresser, on se fait aussi insulter sur les réseaux sociaux. Mais il faut mettre ça de côté, il faut l'accepter. Si on veut que la plupart, 95% des gens, ils comprennent ce que l'on fait, ils ont confiance en notre agriculture, et c'est 4-5% qui font énormément de bruit, mais qu'il faut arriver à faire taire grâce à notre communication aussi.